Oui, on va parler ce matin immigration en Guyane. La Guyane où selon les chiffres, plus d'un tiers de la population actuelle est née à l'étranger. Une immigration d'abord et avant tout caribéenne et frontalière, puisque plus de 80% de cette immigration provient de seulement 3 pays, Suriname, Haïti et Brésil, et qui viennent en Guyane, comme dit l'expression haïtienne, pour chercher la vie. C'était d'ailleurs le nom Migrants en Guyane, chercher la vie, le nom d'une exposition de photographie de Frédéric Piantoni réalisée il y a plusieurs années maintenant avec le Musée des cultures guyanaises. Frédéric Piantoni qui est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être à notre micro. Frédéric Piantoni, vous êtes géographe, maître de conférences en géographie à l'université de Reims. Ça fait maintenant de longues années que vous travaillez sur la question de l'immigration en Guyane. Comment et pourquoi? Déjà, on va peut-être commencer par là. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ces questions-là, Frédéric Piantoni? Pourquoi l'immigration? Pourquoi la Guyane? Les deux sont fortement liés chez moi. J'ai commencé à travailler en aménagement du territoire et il se trouve que par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à Saint-Laurent-du-Maroni sur des opérations d'aménagement liées aux berges. En fait, il s'agissait de reloger des populations qui habitaient sur les berges du fleuve, tout près du camp de la transportation. Et plutôt que de m'intéresser à la manière dont on allait les reloger, il y avait déjà eu des expériences qui n'étaient pas fructueuses. J'ai commencé à travailler sur ces gens qui passaient d'un côté et de l'autre de la frontière. Et puis très rapidement, je me suis aperçu que ça faisait écho à ma propre histoire. J'ai un père italien. Effectivement, la question migratoire est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur. C'est un sujet, l'immigration en Guyane, qui est travaillé, on va dire, par beaucoup de chercheurs sur le territoire. Il y a beaucoup de géographes qui viennent ici en Guyane pour s'intéresser à ces questions-là. Alors, il n'y a pas beaucoup de géographes. Par contre, il y a des historiens, on pourrait en citer beaucoup, des sociologues, des anthropologues. La question migratoire en Guyane est sur la base d'un espace qui était fortement peuplé au départ par des communautés amérindiennes et autochtones, mais c'est ensuite quasiment consubstantiel à toute la phase de colonisation et ensuite de départementalisation et décentralisation également. Et puis ce qu'il faut dire aussi pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, c'est que vous n'êtes pas un géographe comme les autres. Vous vous appuyez beaucoup sur la photographie. Vous avez recours à la photographie. Ça permet quoi de travailler avec un appareil photo quand on est un géographe comme vous? L'image chez les géographes est quelque chose qui est quand même assez utilisé, notamment le dessin. Il suffit de regarder tous les récits des explorateurs du 19e, etc. La question du dessin, de l'image, du paysage a toujours été assez associée à la géographie, à l'espace. Effectivement, la photographie, pour moi, est une façon de dégager des synthèses de situations. J'ai beaucoup travaillé avec l'image sur les quartiers non planifiés. Ça permet aussi de donner une dimension très sensible à ce que je considère comme une expérience humaine extrêmement forte, qu'est la question migratoire. On travaille sur des statistiques, on travaille sur des enquêtes, mais finalement les rapports qu'on propose sont assez déshumanisés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'âme des gens. Et en réalité, quelle que soit la communauté, la question migratoire est un projet, d'abord un projet migratoire qui s'inscrit dans le temps long, qui touche aussi la descendance, et on le voit très bien en Guyane. Et pour moi, cette façon sensible de donner corps à ce processus et d'utiliser la photographie. Voilà. Ça veut dire que pour avoir un avis, on va dire, un point de vue qui se rapproche le plus de la réalité, il faut combiner d'un côté des recherches scientifiques pures qui s'appuient sur, vous l'avez dit, des chiffres, des statistiques, mais aussi donner une dimension plus sensible, plus humaine au sujet que vous traitez. Oui, en tout cas, c'est ma démarche. Elle n'est pas forcément partagée, mais c'est une démarche. C'est-à-dire que j'ai longtemps séparé les deux pour me rendre compte qu'en fait, c'était les deux faces de la même monnaie et qu'on peut avoir des facteurs de corrélation statistique entre de la pauvreté et de l'immigration ou d'autres faits. Et en même temps, quand on montre une situation, même si la photographie ne montre pas, c'est un choix, on choisit ce qui va rentrer dans l'image, on arrive à mieux faire comprendre. C'est un langage qui est assez universel, l'image, et c'est pour ça que je l'utilise. Alors, je l'ai dit, vous avez travaillé sur cette exposition il y a plusieurs années, Migrants en Guyane, chercher la vie. Là, vous travaillez sur un nouveau projet, un autre projet qui mêle encore géographie et photographie sur la notabilité, c'est bien ça, donc des migrants. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Frédéric Piantoni? Alors, c'est un projet qu'il faut rendre hommage d'abord et remercier. Donc, c'est un projet qui est financé par la région Guyane, par la DRAC Guyane, le FEA, qui est un fonds national
pour des questions artistiques. Donc merci beaucoup à ces institutions. Ensuite, oui, c'est un projet qui mêle l'idée de notabilité, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé sur des quartiers non planifiés, donc plutôt sur des migrants en phase d'intégration, mais j'allais dire avant une intégration économique. Et le projet ici, c'était de considérer des biographies migratoires, c'est-à-dire de considérer des gens en fin de parcours migratoire. Ça veut dire quoi en fin de parcours migratoire? En fin de parcours migratoire, ça veut dire elles sont déjà arrivées depuis longtemps, elles ont construit, elles se sont projetées, elles ont de la descendance. Ont eu des enfants, voilà, c'est ça. Ont eu des enfants, se sont établis en Guyane. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi un certain nombre d'entre elles étaient connues et d'autres pas. Qu'est-ce qui fait en somme qu'une personne arrivée devient notable? Et cette notabilité, elle est intéressante parce qu'elle est partagée à la fois par la communauté d'origine et par la société. Je pourrais vous citer un tas de noms, ce n'est pas le lieu ici. Et donc, comment petit à petit, entre la marge du départ et la norme de l'arrivée, se construit tout ce parcours? Finalement, est-ce que la marge n'est pas nécessaire pour arriver dans la norme? Et dans le cas de parcours de migrants, c'est assez intéressant de voir comment, à travers par exemple des innovations, à travers une solidarité collective dans quelle que soit la communauté, on arrive finalement à un schéma d'intégration qui n'est pas original, mais qui en Guyane a une puissance plus importante qu'ailleurs. Et qui est particulier au territoire, à la culture guyanaise. Est-ce que vous notez des différences notables, sans mauvais jeu de mots, entre la Guyane et d'autres pays, d'autres endroits? Disons que c'est pas un processus qui est original, mais en Guyane, il prend des proportions différentes par rapport à d'autres situations, parce que la Guyane, vous l'avez souligné, est pour le tiers issue de populations immigrées, et la Guyane est en situation de forte dépendance économique qui génère du coup des réseaux de solidarité qui sont très importants pour que les gens survivent. On le voit aujourd'hui avec la crise qui touche liée à la mondialisation, c'est une crise de mondialisation, et la Guyane va être particulièrement touchée, elle l'est déjà. On le voit j'écoutais ce matin à votre antenne, la croissance des prix des avions, mais on le voit aussi aujourd'hui là dans la consommation. Donc les gens sont dans des situations très compliquées, et pour pallier ces situations, le développement d'une économie informelle est très importante. Et du coup, les réseaux de solidarité sont plus importants qu'ailleurs. Ça s'exprime clairement dans la question migratoire, mais pas que, puisque ces gens-là sont certes immigrés, mais ils sont la plupart du temps naturalisés français. Donc la question des étrangers joue moins, si vous voulez. Et donc c'est ça, ces innovations économiques, en fait, c'est la manière que vont pouvoir utiliser, on va dire, certaines communautés, certaines personnes pour s'en sortir, tout simplement? Oui, j'allais dire certaines personnes, puisque certaines communautés. C'est comment la personne, à l'intérieur de la communauté, va développer une forme d'innovation. Je pense par exemple à une manière de greffer des citronniers ou une manière de greffer différents arbres fruitiers, qui va permettre à la personne d'être reconnue non seulement dans sa communauté, dans une spécificité économique, c'est un phénomène qu'on connaît bien en Guyane, notamment sur des niches économiques haïtiennes, brésiliennes ou autres. Et donc c'est à partir de là que ça devient intéressant. Et le processus, quelle que soit la communauté, est toujours le même, et cette reconnaissance, y compris cette reconnaissance, je pense par exemple à des importateurs commerciaux, cette reconnaissance est finalement quelque chose qui est partagé dans toutes les communautés. Le processus est toujours le même. En fonction, ouais, d'accord, c'est toujours la même chose. Et est-ce que, oui. Comment dire, à partir de quel moment, finalement, on arrête d'être migrant, on arrête d'être vu uniquement comme une personne étrangère, qu'on est accepté finalement par la Guyane de manière collective, même si ça ne veut pas forcément dire quelque chose de précis. À partir de, est-ce que vous avez réussi, on va dire, à mettre en avant certains facteurs qui font qu'au bout d'un moment, ça y est, on est passé à autre chose? C'est une question difficile parce qu'en fait, tout dépend du regard qu'on porte sur la question migratoire. Beaucoup de migrants, et notamment les personnes que je viens d'évoquer, sont des gens qui ont énormément voyagé, donc cette créativité, elle vient d'un brassage d'idées très important. Ce qui est frappant en Guyane, c'est cette créativité extrêmement forte, parce que les gens viennent de partout, et parce qu'il y a un brassage. Oui, d'ailleurs, vous parlez de bricolage identitaire sur cette question-là, oui, de l'intégration. Oui, je parlais de bricolage, mais au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire qu'on a différents éléments qui sont tout à fait épars, et qui, à un moment, se cristallisent pour former un certain nombre de valeurs, alors soit sur des communautés, soit elles diffusent. Ce qui est important, c'est l'échange. C'est quand il n'y a plus d'échange que ça devient grave. Donc pour répondre à votre question sur le fait, est-ce qu'on arrête d'être migrant ou pas, je ne pense pas. Les gens sont conscients d'un certain nombre de valeurs, à la fois de ce qu'ils échangent dans des sociétés et de manière collective, et en même temps, ils sont conscients aussi de ce qu'ils portent, de leur histoire. Et ces migrations, y compris des migrations tragiques ou dramatiques, je pense par exemple à la traite, sont encore fortement présentes aujourd'hui. La question de la colonisation est encore fortement présente aujourd'hui dans toutes les têtes des gens.
Donc à la fois ces traumatismes et ces moments, pas forcément traumatiques d'ailleurs, mais tout cela finalement constitue les mémoires migrantes. Et ces mémoires migrantes sont fondatrices, je pense, d'une bonne partie de l'identité guyanaise globalement. Alors pour revenir, on va dire plus en détail sur ce sujet que vous travaillez, il va prendre quelle forme exactement? Parce que ça n'est pas encore une fois un travail de géographe pur. Oui, alors c'est un projet qui a commencé en 2021, on devait commencer en 2020, mais le Covid nous en a empêché, donc il a commencé en 2021, il s'achèvera fin 2023. Alors pour l'instant c'est encore un peu un embryon, je travaille évidemment à toutes ces images, à tous ces récits. Une metteur en scène va ensuite travailler sur une création. L'idée, c'est évidemment de jouer en Guyane sur ce projet. Et c'est aussi, éventuellement, je n'ai pas encore demandé, donc c'est un peu précoce de le dire là, mais l'idée, ce serait de voir une proposition pour les rencontres de la photographie de Cayenne. Et puis, il y aura probablement un ouvrage qui sortira autour des photographies et des récits. Alors Frédéric Piantoni, le deuxième tour de l'élection présidentielle en Guyane, c'est demain, on n'en parlera évidemment pas vu qu'on est en période de réserve, mais le discours sur l'immigration, discours identitaire, sécuritaire, ça fait maintenant de longues années qu'il existe et qu'il prospère en Guyane comme ailleurs. Est-ce que une des raisons, un des objectifs de vos travaux, c'est aussi de tordre le cou, on va dire, à certaines idées reçues qui peuvent être parfois véhiculées à propos de cette immigration-là en Guyane? Oui, je crois que effectivement c'est un des projets, c'est-à-dire cette dimension sensible qui rend une expérience humaine, celle de l'immigration, palpable, est évidemment une réponse. Après, je pense que sur ces sujets-là, la question migratoire, je crois qu'il faut rester extrêmement factuel. Ce qui est frappant ici, notamment en Guyane, c'est la vulnérabilité des populations. La Guyane a à peu près le tiers de la population immigrée, mais cette population immigrée n'est pas liée à une entrée, elle est plutôt liée aujourd'hui à une croissance naturelle qui est très importante. En même temps, ce qui est frappant, c'est que cette immigration a été souhaitée durant tout le 19e et jusque dans les années 70-76, et qu'aujourd'hui elle est plus souhaitée. Alors évidemment, oui, ça tord le cou, parce que justement, ces populations sont fortement vulnérables, mais elles ne sont pas du tout responsables. La vraie question, c'est la croissance des inégalités. La vraie question, c'est comment la Guyane se positionne avec ces migrants et surtout la jeunesse de cette population. C'est plus tellement la question migratoire qui est en jeu là, c'est la jeunesse de la population, qu'elle soit migrante ou pas d'ailleurs, puisque ces gens-là sont nés sur le territoire aujourd'hui. En même temps, je crois qu'il faut avoir une vision un peu pragmatique. La Guyane, c'est 280 000, 290 000 habitants, c'est une ville moyenne de métropole et à ce titre-là, il faudrait même beaucoup plus de monde en réalité pour qu'on ait des marchés, pour qu'on ait une économie telle qu'on l'imagine transposée. Et je crois que ce soit pour ces valeurs de société comme pour son économie, la Guyane doit inventer un schéma de développement très différent de celui qu'on a ailleurs. Ce qui est frappant aussi, c'est que la jeunesse de cette population, on la retrouve en métropole. Beaucoup partent. C'est une perte pour la Guyane. Beaucoup reviennent aussi avec de grandes idées, mais là encore, les possibilités économiques sont assez faibles en Guyane. C'est un vrai problème. Donc en fait, la question, c'est pas tellement l'immigration. L'immigration en bon dos. L'immigration, c'est toujours une fonction miroir en fait d'un déséquilibre. Est-ce que vous vous rendez compte en tant que géographe quand vous allez sur le terrain, on va dire du caractère sensible, explosif de ce sujet-là, ou bien finalement ça se passe assez bien dans le contact que vous pouvez avoir avec tout le monde? Écoutez, moi je vais vous dire, je n'ai jamais eu de problème pour travailler en Guyane n'importe où. Et pourtant, j'ai été dans tous les endroits, des fois fortement stigmatisés. Je pense à Cognou il y a 15 ans, je pense à Sablance, je pense ou d'autres quartiers à Saint-Laurent-du-Maroni où c'était donné comme vraiment des zones très dangereuses. Je n'ai jamais eu aucun problème. Cette question d'insécurité, elle est sûrement prégnante dans des quartiers urbains extrêmement tendus où on a une jeunesse dans des situations d'une précarité incroyable. Bien sûr, il y a de la violence, bien sûr, mais honnêtement, je n'ai jamais eu un problème, vraiment, pour travailler. Je travaille beaucoup plus facilement ici qu'en métropole, par exemple. Vous avez commencé il y a quelques minutes à nous parler un petit peu d'histoire en nous disant finalement que cette immigration avait été souhaitée en Guyane jusque dans les années 70. Le plan vert de 76 précisément. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là finalement ?
Disons que on va dire même pendant toute la colonisation et après, il y a une économie de plan, et l'idée c'est de mettre en place toujours une forme de développement à partir d'un apport de peuplement. Cette histoire est connue, hein, je l'ai déjà développée plusieurs fois, mais elle a été reprise aussi. Et ce qui se passe à partir des années 76, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a plus d'économie de plan, et à partir de là on va rentrer dans une économie qui est plutôt de rétribution de la population, notamment avec des aides sociales. Et au passage, ce n'est pas les immigrés qui touchent le plus d'aide sociale, hein, je vous le dis. Et au moment où on rentre dans cette logique-là, va arriver des migrations qui étaient non planifiées, non prévues, qui sont liées aux crises dans l'environnement régional, le Suriname avec la guerre civile, la crise de la noix au Brésil, et puis évidemment le drame haïtien qui commence. Mais ces filières étaient déjà bien présentes en Guyane, notamment au moment de la construction du centre spatial de Kourou. Donc tous ces mouvements... Parce que c'est vrai que le CSG, on en fait toujours, on le constitue, on va dire, comme étant le facteur déclencheur des migrations dans les années 60. Disons que si on prend le temps long, les migrations, la mondialisation qu'on observe ici, ça aussi c'est ce que j'avais pu démontrer, notamment il suffit de regarder les transferts financiers par exemple, on s'aperçoit que la Guyane est au cœur de la mondialisation. C'est plusieurs sociétés qui coexistent, plusieurs modèles économiques qui coexistent, mais une grande partie d'entre eux sont inscrits totalement dans la mondialisation, simplement parce que quand quelqu'un haïtien sans papier, chinois sans papier, brésilien sans papier veut monter une entreprise, une banque ne lui prêtera pas. Et donc il va faire appel à un compatriote ou alors à des banques qui sont à l'extérieur. Les mandats fonctionnent de manière ici très importante. Dans n'importe quel commerce, vous pouvez transférer avec MoneyGram, Western Union et d'autres. Et de fait, la plupart de la population, pas la plupart, mais quand je dis la plupart de la population étrangère, pratiquement un immigré sur deux n'a pas de papier. Donc cette logique de survie rentre en grande part dans une économie informelle qui produit de la richesse, mais qui ne rentre pas dans la balance des paiements. On le voit dans le foncier, on le voit dans l'économie alimentaire, on le voit dans les transports, beaucoup. Et pour autant, cela n'est pas quantifié. Et quand je parle de modèle de développement, c'est bien peut-être sur ça qu'il faudrait travailler. Comment les gens sont toujours dans le débrouiller pas péché et en même temps créent de la richesse. Sinon, ils ne pourraient pas survivre et sinon, ce département serait vide, tout simplement. Merci beaucoup Frédéric Piantonini. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais malheureusement le temps passe trop vite. On vous réinvitera pour parler donc de ces travaux que vous avez commencés. D'ici combien de temps on pourra les voir donc du coup à peu près? Je pense fin 2023. Fin 2023, on vous recevra à ce... recherche, c'est toujours un petit peu long. C'est toujours un petit peu long. Merci encore, je le rappelle. Donc géographe et maître de conférences en géographie à l'université de Reims. Très bonne journée à vous. Radio Pays.